Bonsoir à toutes et à tous. C'est donc la guerre. C'était un concept un peu diffus pour les Français depuis vendredi soir. C'est une sombre réalité. Ce sont des scènes de massacre, des visages, des victimes et un sentiment commun, mélange d'effroi et de colère. Comme en janvier dernier, le pays s'unit derrière les victimes, mais cette fois les regards se tournent vers le gouvernement. Quelle réponse pour mettre la France en sécurité? Quels moyens, quelles inflexions dans notre politique étrangère? Éric Ciotti refuse de mettre les questions qui fâchent sous le tapis au nom de l'unité nationale. Le secrétaire général adjoint des Républicains a été président de la commission d'enquête parlementaire sur la surveillance des filières djihadistes. Claude Veil me rejoindra à la fin de l'émission. Nous attendons vos questions, vos commentaires par SMS au 41 555 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est Politique. On commence avec un point sur l'enquête avec François-Xavier Rigaud. C'est Politique, c'est parti. « 48 heures après les attentats, l'enquête progresse. On sait désormais que 3 commandos terroristes ont coordonné 6 attaques en 38 minutes aux abords du Stade de France et dans les rues de Paris. Bilan, 129 morts et plus de 300 blessés. Un des kamikazes du Bataclan a déjà été identifié. Il s'agit d'Ismaël Mostefaï, un Français âgé de 29 ans, natif de Courcouronnes dans l'Essonne. Il était connu de la police pour des faits de droit commun. Il s'agit d'un individu qui n'avait jamais été incarcéré et qui a fait l'objet en 2010 d'une fiche S pour radicalisation, mais qui n'a par contre jamais été impliqué dans un dossier de filière ou d'association de malfaiteurs terroristes. Hier soir, 7 de ses proches ont été placés en garde à vue. Ismaël Mostefaï aurait fréquenté jusqu'en 2013 la mosquée de Lucé, dans la banlieue de Chartres, avant de rejoindre la Syrie. C'était des gens qui venaient faire la prière comme tout le monde. Non, on n'est pas dans leur tête, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils fréquentent, avec qui ils marchent et tout ça. Ça, c'est à l'État de savoir, c'est pas nous. 2 voitures sont au cœur de l'enquête, une Polo grise et une Seat noire, toutes 2 immatriculées en Belgique. La Polo a été retrouvée à proximité du Bataclan. La Seat noire a, elle, été localisée cette nuit à Montreuil, en région parisienne. Les 2 voitures auraient été louées par un Français résidant en Belgique. Ils ont fait casser les vitres de la voiture et avec des perches un peu télescopiques, en fait, sur les 2 heures, ils ont sorti 2 kalachnikovs. Les terroristes qui ont abandonné cette voiture auraient ensuite pris la route direction la Belgique. Samedi matin, à l'aube, la police des frontières contrôle 3 hommes dans une voiture. Ils prennent leur identité, puis les laissent repartir. L'un des 3 hommes contrôlés s'avère être le Français qui a loué les 2 voitures retrouvées au Bataclan et à Montreuil. La police belge lance alors une vaste opération pour retrouver ces hommes à Molenbeek, dans la banlieue de Bruxelles, un quartier populaire connu pour être un vivier du terrorisme européen. Plusieurs arrestations et perquisitions ont été effectuées en fin d'après-midi. Les opérations sont toujours en cours actuellement à Molenbeek-Saint-Jean. Pour l'instant, 2 des 3 hommes présents dans cette voiture ont été interpellés. Un 3e est toujours activement recherché. Sur les kamikazes du Stade de France, 2 passeports ont été trouvés, un Égyptien et un Syrien. Le passeport syrien a été enregistré le 3 octobre dernier sur l'île de Léros, en Grèce, lors de l'arrivée d'un groupe de réfugiés. Désormais, les polices belges et françaises recherchent activement d'éventuels complices. À commencer par l'artificier, qui a confectionné les ceintures d'explosifs portées par 6 des 7 terroristes morts vendredi. Bonsoir Éric Ciotti. Bonsoir Caroline. Alors nous reviendrons naturellement sur cette enquête qui est en cours. Mais d'abord cette première question. Depuis vendredi, la France est sous le choc, la France encaisse le coup, le président est aux avant-postes avec le Premier ministre. Est-ce que du coup vous êtes rassuré? Non, nous ne sommes pas rassurés. Ce qui s'est passé, terrible, terrifiant, inédit depuis la Seconde Guerre mondiale, la France est touchée au cœur, démontre que notre pays aujourd'hui n'est pas en sécurité. Que ce qui s'est passé, hélas, et nous avons la responsabilité de le dire, peut se reproduire à tout moment. Ce qui s'est passé, nous l'avions déjà vécu avec une ampleur moindre dans le nombre de victimes, même si le choc était tout aussi violent, le 7 janvier.
Est-ce que depuis, tout a été fait pour prévenir la réitération d'un tel drame? Et est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en sécurité? À ces deux questions, je réponds non. Les décisions qui ont été prises, j'allais dire dans l'urgence, par le chef de l'État, l'état d'urgence justement, le rétablissement des contrôles aux frontières, étaient des bonnes décisions? Ce sont de bonnes décisions que, naturellement, j'approuve. D'ailleurs, on peut se poser la question, pourquoi n'ont-elles pas été prises après le 11 janvier? Pourquoi on était dans un contexte quasi identique? Peut-être que si ces décisions avaient été prises, et notamment le contrôle aux frontières, qui avait été réclamé alors par l'opposition, eh bien peut-être que certains événements auraient pu être évités ou on aurait pu mieux contrôler le mouvement des terroristes. On voit ce qui s'est passé avec la Belgique, ce lien. S'il y avait eu un contrôle permanent aux frontières, on aurait eu plus d'outils. Je ne dis pas que tout cela aurait été évité, mais on s'est privé sans doute d'outils. Ce que je reproche, c'est qu'on réagisse un peu après l'événement. Éric Ciotti, l'émission a à peine commencé depuis 1 ou 2 minutes, et déjà je sens votre colère. C'est de la colère aujourd'hui? D'abord, c'est une émotion immense. On est touché au cœur. Ce qui s'est passé notamment au Bataclan, les récits qu'on peut lire sont épouvantables, ahurissants. Les personnes qui ont vécu ça touchent l'horreur absolue. Mais les Français, je les ai entendus, j'ai rencontré beaucoup de mes concitoyens, notamment dans mon département, sont en colère. Ils ont à la fois un sentiment de peur, d'effroi et de colère. Colère contre qui? Colère contre ceux qui ont commis ça. Bien entendu, contre ces barbares de l'État islamique, cette violence, cette graduation dans la haine qui atteint des sommets. Alors il y a de la colère, il y a aussi de l'incompréhension. Comment notre pays peut être au cœur de ces actes de terrorisme sans pouvoir mieux se protéger? Donc colère, interrogation, ce sont des sentiments, émotions. On va se dire les choses franchement, Éric Ciotti, sans susciter de la polémique, c'est pas le but. Mais dans ce que vous dites, j'entends aussi, tout n'a pas été fait avec suffisamment de détermination, on va dire, depuis le 11 janvier dernier. C'est ça que j'entends dans ce que vous dites? Le Premier ministre, Manuel Valls, après les événements des 7, 8 et 9 janvier, avait dit c'est un échec. Tout attentat est un échec. Et a fortiori, lorsqu'il revêt un tel bilan, lorsqu'il recèle un tel bilan avec, pour le coup, au moins 8 terroristes, vraisemblablement plus, un réseau organisé, plusieurs sites, une organisation paramilitaire, une coordination. Donc on n'est pas dans des actes isolés tels qu'on avait pu les connaître, de personnalités qu'on allait dire un peu fragiles, radicalisées, individuelles. Ce terrorisme low cost, là, on est dans une organisation quasiment paramilitaire. Et donc, le Premier ministre avait dit lui-même, c'est un échec. Alors oui, aujourd'hui, il y a un échec très clair de nos systèmes globaux de protection. Et notre devoir aujourd'hui, c'est de monter ce degré de protection. C'est d'éviter que ça ne se reproduise. Je le dis très clairement et sans faire un procès d'intention à qui que ce soit, le risque zéro n'existe pas. Voilà, la France est une cible. Nous savions que ce moment risquait d'arriver. Tous les spécialistes le prédisaient. J'ai entendu dans la commission d'enquête que j'ai présidée pendant 6 mois des prévisions très sombres de la part des magistrats antiterroristes, de nos services de renseignement. Une phrase m'a marqué alors, c'est « La France est engagée sur un long chemin tragique ». Donc nous avions ces éléments, mais je pense qu'on raisonne trop avec un cadre ancien, qu'on ne s'est pas adapté à cette situation de guerre. Le président de la République a enfin posé le diagnostic. Vendredi soir, la France est en guerre. Mais nous n'avons pas utilisé les armes pour gagner cette guerre. Pour vous, ça intervient trop tard. La prise de conscience intervient trop tard de la part du gouvernement. La prise de conscience a été faite, mais les actes n'ont pas forcément suivi au degré qu'il conviendrait. Vous avez un discours assez critique ce soir, en tout cas, c'est comme ça que vous le percevez? Oui. C'est un discours qui se veut, qui vise à tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé. Et pourtant... Aujourd'hui, on ne doit pas être dans un unanimisme. Oui, il faut l'unité nationale, mais pas l'anesthésie nationale. Quand on a eu un tel bilan effroyable, il faut que la nation affiche
un visage commun, mais en même temps qu'on tire toutes les conséquences. Vous savez, moi j'ai été en première ligne à l'Assemblée nationale pour soutenir les textes du gouvernement. C'est paradoxal. On va y venir, donc, parce qu'il y a des choses qui ont été faites depuis le 11 janvier. Vous dites unité nationale, pas anesthésie nationale. Je vais vous citer une phrase, elle est citée Alain Juppé, elle est signée Alain Juppé. La nation tout entière doit s'unir autour de ceux qui ont la charge de la défendre. Il y a eu ce matin un débat, on va dire, au sein des Républicains sur l'attitude à avoir dans ce moment, qui est un moment de choc, un moment de recueillement, un moment lourd pour la nation française. Vous n'êtes pas sur cette ligne-là, sur la ligne qui est défendue par Alain Juppé, tout comme Nicolas Sarkozy. Nous avons exprimé une position très claire, très digne, celle dès hier de Nicolas Sarkozy. Hier matin au siège des Républicains, j'étais à ses côtés. C'est le soutien dans toutes les décisions qui participeront à améliorer la sécurité. On ne peut pas dire mieux, il n'y a pas de polémique. Moi, je rappellerai quand même ce qui s'est passé au moment de l'affaire Mera, avril 2012. C'était certes à quelques jours de la présidentielle. Nicolas Sarkozy avait appelé à ce consensus. L'opposition d'alors, dirigée par François Hollande, lui avait refusé. Nous, on n'a pas eu cette attitude. On a systématiquement soutenu les textes qui ont été présentés. Les mesures 4, encore la semaine dernière à l'Assemblée nationale, le dernier texte, j'étais l'orateur du groupe des Républicains, nous l'avons voté à l'unanimité. Je me suis battu pour la loi renseignement, alors qu'il y avait des oppositions, dans la majorité notamment, dans l'opposition aussi. On a voté ce texte qui, entre parenthèses, n'est rentré en vigueur qu'il y a quelques jours. Donc on a pris nos responsabilités, on n'a pas polémiqué, mais aujourd'hui, je crois que face à cette situation, face aux événements qui se sont réitérés, on doit dire lucidement, qu'on est derrière le gouvernement pour mener ce combat, parce que ce sont eux qui sont aux responsabilités, aujourd'hui, pour le temps voulu par la démocratie, mais qu'en même temps, on doit aussi dire que l'unité, elle se fait à deux. Il y a deux parties quand on dit il y a un trait d'union. Eh bien là, on ne nous a jamais écoutés. On ne nous a jamais entendus, on a fait des propositions. Alors nous y reviendrons, si vous le voulez bien, Éric Ciotti, à la fois sur les propositions très précises et à la fois sur ce qui est en train de se passer avec notamment l'organisation du Congrès demain. Un mot sur l'enquête. Au moins 3 Français identifiés parmi les terroristes. Un lien assez évident désormais avec la Belgique et un quartier en particulier de Bruxelles, le quartier de Molenbeek, qui est devenu une sorte de base arrière pour les terroristes. Comment est-ce que vous recevez cette information? Est-ce que vous vous dites, en gros, il va falloir que la Belgique s'y mette aussi? Ce qu'elle fait, elle a commencé à faire, mais davantage, est-ce que la Belgique doit faire le ménage? Il y a une bonne collaboration avec les services de renseignement de la Belgique, avec le parquet antiterroriste. Je crois qu'il ne faut pas pointer un pays du doigt. Voilà, nous aussi, on est en cause d'autres pays. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une approche plus européenne de la lutte contre le terrorisme. Moins d'angélisme sur la question des frontières. Voilà, sur l'Europe. Moins d'angélisme sur la question, précisément ce quartier. C'est compliqué à comprendre pour les gens qui nous regardent. Ça fait des mois qu'on pointe du doigt ce quartier. Il y a des problèmes en France, vous avez raison. L'idée, c'est pas de jeter l'opprobre sur la Belgique en particulier. Mais malgré tout, ce quartier est identifié comme étant une base arrière des réseaux terroristes. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas à la fois une prise de conscience et de mesures concrètes? Sûrement. Je n'ai pas donné des commentaires sur la politique antiterroriste de la Belgique, mais au plan... Mais ça vous choque pas? Oui, ça me choque. Il faudra aller beaucoup plus loin, sans doute, mais au plan européen, ce qui me choque, c'est aussi, quelque part, le fiasco européen en matière de coopération. Regardons un point dont on a beaucoup parlé, encore une fois, au début janvier, après les attentats contre Charlie Hebdo, celui de ce fameux PNR, vous savez, le fichier de réservation des billets d'avion, qui permet de détecter tous ceux qui voyagent. C'est un outil important parce qu'il permet notamment de détecter ceux qui reviennent des théâtres de guerre, Irak, Syrie. On est toujours au point mort, quasiment 10 mois après. Ça, c'est l'inertie européenne? C'est impensable, c'est irresponsable. Alors, la France nous avait dit, mais si l'Europe ne le fait pas, on va faire notre propre PNR. Ce PNR, il existe notamment avec certains pays. La Grande-Bretagne a mis en place un PNR. Donc, c'est irresponsable aujourd'hui. Il faut que quelqu'un tape du poing sur la table. Il faut qu'il y ait un leadership politique. La voix de la France
Et la voix de l'Allemagne aussi n'ont pas été assez fortes sur ces questions pour dire aujourd'hui ça suffit, notamment à certains groupes politiques qui considèrent que les libertés publiques priment sur ces questions de lutte contre le terrorisme. Quand on voit ce qui s'est passé, sincèrement... Bon, vous parlez d'eux qui mettaient des noms derrière tout ça. Le problème, c'est qui? C'est au sein de la majorité, c'est ça? Quand j'ai présidé la commission d'enquête, on était allé à Bruxelles. Certains députés socialistes étaient très réticents sur ce député européen, je parle, sur ce PNR. Texte, oui. Et puis, il y a aussi une forme d'ambiguïté. Les députés Front National se sont opposés à Bruxelles à ce texte. Il faut le dire avec lucidité. Mais je prends cet exemple parce qu'il est très concret d'une forme d'inertie. Après l'émotion, après la prise de conscience, on a l'impression que tout ça est un peu retombé, qu'il y a eu un édredon qui a un peu anesthésié, tout le monde. Donc aujourd'hui, je le dis très clairement, on a un choc. Il faut en tirer toutes les conséquences. C'est ce qu'on avait dit au lendemain du 11 janvier, Éric Ciotti. Exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il y a de différent alors? Aujourd'hui, on voit qu'on a franchi une barrière, une frontière dans l'horreur, dans la graduation de l'horreur, dans cette attaque. Si on ne veut pas demain subir la même chose, là, pour le coup, il faut réagir et plus dans le même cadre. Il faut se dire que le curseur entre liberté et sécurité, il doit bouger parce que quand on est aujourd'hui dans une salle de spectacle, c'est un moment de joie, dans un restaurant, sur une terrasse et qu'on est fauché par des barbares, est-ce qu'on vit toujours en liberté? Est-ce que ce matin, hier soir, il n'y avait personne dans les rues de Paris? Est-ce que ce matin, les Français se sont réveillés en disant on est vraiment en liberté? Non. Donc, la question de savoir c'est jusqu'où on met le curseur. Et vous savez quoi, on va poursuivre cette discussion. En tout cas, le gouvernement, et en particulier le Premier ministre, affiche sa détermination. Il était invité hier soir du 20h de TF1. Il a livré un discours sans ambiguïté, discours de fermeté à l'égard des djihadistes et des terroristes. On l'écoute. Alors Manuel Valls, je pense qu'il va arriver. Ce que je veux dire aux Français, c'est que nous sommes en guerre. Le président de la République l'a dit avec force ce matin. Oui, nous sommes en guerre. Nous faisons face à un acte de guerre organisé méthodiquement par une armée terroriste, djihadiste, qui avait déjà planifié et organisé des attentats. 5 d'entre eux ont été déjoués depuis l'été. Mais nous avons toujours dit qu'il n'y avait pas de risque zéro. Donc nous sommes en guerre. Et parce que nous sommes en guerre, nous prenons des mesures exceptionnelles. Et nous agirons. Et nous frapperons cet ennemi pour le détruire. Bien sûr, en France et en Europe, pour poursuivre ceux qui ont commis cet acte. Mais aussi, et vous le savez, en Syrie et en Irak. Et nous répondrons au même niveau que cette attaque, avec une très grande détermination et avec une volonté, je veux le dire à mes compatriotes, avec la volonté de détruire. Et nous gagnerons cette guerre. Nous devons à la fois faire face à un ennemi intérieur, nous l'avons vécu au mois de janvier dernier, mais aussi à cet ennemi extérieur qui planifie avec des complicités en France, qui planifie ces attentats. Une guerre, parce que c'est une guerre, nécessite des moyens exceptionnels. Nous devons anéantir les ennemis de la République, expulser tous ces imams radicalisés comme nous le faisons, déchoir de la nationalité ceux qui bafouent ce qu'est l'âme française, et nous le faisons également. Il n'y aura pas un moment de répit pour ceux qui s'attaquent aux valeurs de la République. Donc cette action, nous allons la poursuivre avec, encore une fois, les moyens de l'État de droit, et fort, mais fort, parce que nous devons être forts du rassemblement des Français. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'unité et le rassemblement qui est, comment dire les choses, notre bouclier face à cette guerre qui nous a été déclarée. Les mots sont forts. Les mots sont forts et ils sont justifiés. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? Ils sont justes. J'attends de l'action, de l'efficacité. Manuel Valls, le 13 janvier, avait prononcé un très beau discours. Je l'avais applaudi à l'Assemblée nationale et je l'avais salué. C'était un très beau discours républicain. Il avait trouvé le ton juste. J'ai rien à enlever à ce qu'il vient de dire. Nous attendons simplement, parce qu'on ne peut pas se nourrir de mots, aussi beaux soient-ils, aussi forts soient-ils. Nous attendons des actes. Quoi? Voilà. Quoi concrètement? Au pied du mur. Mettons là aussi des éléments concrets derrière des revendications de l'opposition depuis d'ailleurs le 11 janvier sur nous attendons des actes. Il y a eu des actes, il y a eu des textes, d'ailleurs certains que vous avez soutenus, notamment la loi sur le renseignement. Il y a eu des actions de la part du gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez de plus à l'heure où on se parle? Du temps a été perdu.
Je ferai deux parallèles. 11 septembre 2001 aux États-Unis, 26 octobre 2001, le Patriot Act est promulgué et rentre en vigueur. 11 janvier, la loi sur le renseignement rentre en vigueur le 3 octobre. Elle a été utilisée vendredi soir par la nouvelle Commission nationale de contrôle. Et sur les nouvelles techniques de renseignement, il y a eu environ une dizaine de demandes. Donc, mais ça veut dire qu'on a mis 9 mois. Ça a été très long. Ça, vous savez bien que c'est la lourdeur du travail parlementaire. Il y a 18 textes qui sont passés avant. 18 textes, dont pendant 1 mois et demi, la loi Macron. Donc, ça n'a pas été forcément une priorité d'action. Sur les moyens, on a beaucoup parlé des moyens, mais la plupart des moyens qui ont été annoncés, que je soutiens, qui sont importants, même s'ils ne sont pas à la hauteur de l'enjeu, ne sont toujours pas arrivés. Il y a des recrutements sur les effectifs, notamment pour le renseignement, qui n'arriveront qu'en 2017. Tout ça, c'est trop long. Ensuite, sur la question, une question essentielle, celle du retour des djihadistes. Dans les attentats qui ont frappé notre pays, systématiquement, depuis janvier, chacun des auteurs qui ont été identifiés était préalablement connu des services de renseignement, ces fameuses fiches S. Donc là, il y a un problème. Les Français ne comprennent pas. Et ils nous disent, mais pourquoi, alors que ces types étaient connus des services de renseignement, on les a laissés faire? C'est sans doute beaucoup plus compliqué, j'en conviens, mais on a l'identification, on n'a pas les moyens de traitement. Vous avez posé le diagnostic de ce qui ne marche pas. 2 sujets que vous avez évoqués. La question des moyens. On va rappeler que Nicolas Sarkozy avait plutôt baissé le nombre de postes dans la police et dans la gendarmerie. Dans un cadre très différent, si vous me permettez mais quelques secondes là-dessus. C'est vrai. Il n'y avait pas à l'époque la même problématique. Aucun Français n'était parti vers la Syrie. Les départs commencent à l'été 2012. Aujourd'hui, 2000 Français sont engagés dans ces filières djihadistes. Vous pouvez reconnaître que c'était une erreur. Contingent. Personnellement, je n'ai pas approuvé ces réductions de postes, mais on n'était pas du tout dans le même contexte. Depuis 1996 jusqu'à l'affaire Mera, aucun attentat n'avait frappé la France. Vous savez, ça me fait penser, pardonnez-moi de faire un parallèle, mais ça me fait penser au sujet de l'éducation nationale. Quand il y a des dysfonctionnements, et il y en a, on dit c'est une question de moyens. Là, sur la question de la défense, de la sécurité intérieure, des moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire combien de policiers en plus? Ça veut dire combien de gendarmes en plus? Combien de militaires en plus? Est-ce que vous avez chiffré? Je rappelle que c'est des sujets que vous connaissez très bien. Oui. De chiffres, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il y avait environ une centaine de personnes qui étaient suivies par nos services de renseignement, identifiées comme dangereux ou très dangereux, parce qu'ils étaient passés par le Pakistan, l'Afghanistan. Aujourd'hui, dans le fichier secret défense des personnes signalées pour radicalisation à caractère terroriste, c'est un nouveau fichier, il a été créé après janvier, il y a 11 400 personnes. Ça veut dire que c'est 100 fois plus. Et les effectifs n'ont quasiment pas bougé. Donc aujourd'hui, il y a 6000 personnes qui travaillent sur les questions de renseignement, DGSI, police judiciaire, renseignement territorial. Il faut les doubler. Gendarmes, 6000, ça veut dire qu'il faut au moins, bien sûr, les doubler. Il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas dire qu'il faut 60 000 enseignants. On ne peut pas dire mettre que quelques centaines de policiers. On ne peut pas dire qu'on est dans une situation de guerre et faire un budget du ministère de l'Intérieur qui est en diminution en fonctionnement. Ce n'est pas un budget de guerre. 0,96% d'augmentation globale et une diminution du fonctionnement des crédits de la police nationale de 0,84%. C'est pas un budget de guerre. Donc, en même temps, vous êtes les premiers, pardonnez-moi, je joue un peu l'avocat du diable, mais vous êtes les premiers à dire à la majorité, il faut faire des économies. À un moment donné, vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire des économies. Voilà, 2 chiffres. Les 35 heures, 10 milliards d'euros d'exonération pour le budget. Le budget global du ministère de l'Intérieur, c'est 20 milliards. Donc il y a la moitié. Le logement, les aides au logement, aujourd'hui, représentent 46 milliards d'euros, je crois. Il y a les moyens, il faut les réaffecter sur la sécurité et la sécurité intérieure. Gouverner, c'est faire des choix, c'est pas saupoudrer. Aujourd'hui, il y a une priorité absolue. C'est la survie de notre démocratie, de notre civilisation, mettons-y les moyens qu'il convient. Ça c'est dit. Les fiches S, vous avez raison, ça choque énormément les Français, les gens qui nous regardent, parce qu'il y a une incompréhension. Systématiquement, on se dit, mais on les connaissait, pourquoi ne les a-t-on pas interpellés avant? Quelle est la solution que vous proposez? On les interpelle avant même qu'ils soient passés à l'acte? Oui, je pense qu'il faut aller plus fortement vers des procédures administratives. Aujourd'hui, c'est quoi une procédure administrative? C'est-à-dire que l'État
et son représentant territorial, le préfet, peut prendre des mesures de précaution. C'est quoi les mesures Sur la de précaution ? base d'une indication des services de renseignement, il peut y avoir un placement dans un centre de rétention parce que la personne est dangereuse. On a bien un principe de précaution en matière environnementale. Pourquoi et comment ne l'applique-t-on pas en matière de sécurité et de terrorisme? Quand une personne présente un trouble psychiatrique et qu'elle représente un danger pour la société, elle est placée dans une procédure sous le contrôle du préfet et du maire d'internement d'office. Quand on sait que quelqu'un présente un risque parce qu'il s'est radicalisé, présente un danger pour la société, alors qu'il n'est pas encore passé à l'acte, et donc on ne peut pas le poursuivre judiciairement, eh bien je crois qu'il faut qu'il y ait plus de procédures administratives. C'est un peu le cas aux États-Unis. C'est sans doute avec pour succès certains. ou pas? Avec succès ou pas? Depuis le 11 septembre, à part Boston, c'est une nuance forte, il n'y a plus d'attentats qui ont touché le sol américain. Donc il y a eu des résultats, Inspirons-nous des pays qui combattent le terrorisme avec des résultats. Alors on va me dire c'est une loi, c'est un texte, c'est une procédure d'exception. Mais est-ce qu'on est dans un cadre normal? Je crois encore une fois, le Premier ministre, le 13 janvier, disait mesures exceptionnelles à situation exceptionnelle. Mais il n'y a pas eu de mesures exceptionnelles. Il y a eu des mesures, il y a eu quand même, vous le savez bien, le même cadre. Il y a eu des mesures exceptionnelles. Certains sont même encore en débat en ce moment même. Une loi permettant aux forces de l'ordre d'ouvrir le feu au-delà des cas de légitime défense est prévue pour 2016. Oui, mais là encore, c'est un bon exemple. J'ai déposé personnellement un texte sur la légitime défense des policiers pour harmoniser les conditions de légitime défense des policiers sur celles des gendarmes et des douaniers. Parce qu'aujourd'hui, un policier n'a pas plus de droits que vous et moi en matière de mobilisation de la riposte armée. Il est dans le cadre global de la légitime défense pour chaque citoyen, c'est-à-dire la nécessité, la proportionnalité, la simultanéité. Donc il faut qu'il attende que quelqu'un lui tire dessus pour qu'il puisse répliquer. Ce texte, nous l'avons déposé au nom des Républicains, des députés à l'Assemblée nationale. Il a été discuté, je crois que c'était le 5 avril. La majorité, le ministre de l'Intérieur, s'y est opposé. Aujourd'hui, parce que les événements se sont dégradés, on nous dit on est d'accord, mais on a perdu 6 mois. C'était une proposition de l'opposition. S'il y avait eu cette volonté d'unité nationale, pourquoi ne pas avoir accepté notre texte? À votre avis, pourquoi? Parce qu'il venait de l'opposition. Et parce qu'il y a toujours ce clivage. Alors on nous dit aujourd'hui unité nationale, oui, mais c'était un exemple concret, ça aurait été un bon signe de dire l'opposition fait une proposition soutenue par le syndicat Alliance et de Jean-Claude Delage, et non, on nous l'a refusé. Et maintenant on va venir sur le même texte, c'est stupide. Une des informations qui mérite d'être vérifiée, mais que je vous livre comme telle, qui était dans le reportage qui ouvrait cette émission, sur un passeport syrien qui aurait été retrouvé à proximité d'un des kamikazes, à proximité du Stade de France, qui serait passé donc par la Grèce. Donc parmi les réfugiés, est-ce que ça c'est une information qui est inquiétante pour vous? Comment est-ce que, encore une fois, elle n'est pas vérifiée, mais comment est-ce que vous recevez ça peut être un passeport volé. Il faut savoir que je crois 1451 passeports ont été volés à Raqqa en septembre, ce qui avait d'ailleurs soulevé une crainte du ministre intérieur espagnol, Jorge Fernandez, qui avait dit attention sur l'accueil des migrants parce qu'il y a eu ce vol de passeports, donc il y a danger. Il faut être vigilant. Et c'est pour ça que moi, sur cette question des migrants, je trouve aussi que l'Europe, et en l'occurrence la chancelière Merkel, ont fait preuve d'une extraordinaire naïveté. Que l'on accueille des réfugiés politiques. Depuis les terrains, les zones de conflit, il y a des réfugiés aujourd'hui, plusieurs millions, en Turquie, qui viennent de Syrie. Je crois qu'il y a eu 4 millions de réfugiés qui sont partis de la Syrie, 7 millions de déplacés. Il y a des réfugiés au Liban, il y en a en Jordanie, il y en a en Irak, dans la zone contrôlée par les Kurdes. J'ai vu ces réfugiés, j'étais allé l'année dernière avec François Fillon. Depuis ces zones où on doit soutenir les camps, les financer, beaucoup plus fortement qu'on les fait, on peut décider de donner des visas. Sur la base d'une enquête de personnalité, avec des liens en Europe. Moi, je réclamais qu'on donne plus de visas à l'époque. Ces visas, ils étaient donnés au compte-gouttes. Alors, on refuse d'accepter quelquefois ces personnes qui viennent devant les consulats à Erbil ou à Beyrouth ou en Turquie, et en même temps, on accepte systématiquement tous ceux qui arrivent victimes des passeurs, aux mains des passeurs, des côtes turques jusqu'aux îles grecques, notamment celles de Lesbos. Et alors là, on accepte
tout le monde, sans aucun contrôle. Et ces personnes, une fois qu'elles ont mis le pied sur la terre européenne, savent qu'elles vont y rester définitivement. C'est absurde parce qu'on n'a pas la capacité de choisir ce qu'on veut accueillir. Donc vous demandez sur le sujet en particulier des réfugiés ou des migrants une prise de conscience européenne. Ça fait longtemps que vous la réclamez. Une fermeture totale de la frontière entre la Grèce, donc l'Europe, et la Turquie. Comment la Turquie préside le G20. Le sommet des grands pays européens qui se réunit en ce moment même. D'ailleurs, en Turquie, dans une station balnéaire de Turquie. Comment on ne peut pas imposer à M. Erdogan d'arrêter d'être le complice des passeurs, puisque ces passeurs partent en toute liberté des côtes turques avec des embarcations de fortune où beaucoup de ces migrants trouvent la mort et ils vont vers les côtes européennes. Mais c'est impensable. Et on va, au lieu de mettre la pression sur M. Erdogan, Mme Merkel va subir son chantage. Mais c'est totalement irresponsable. C'est pas réaliste. C'est le fonctionnement européen, vous le savez bien. Il ne suffit pas de décréter qu'on va rétablir les frontières ou rétablir les contrôles pour que ce soit suffisamment. Vous êtes élu des Alpes-Maritimes, vous savez bien que c'est très compliqué de gérer la question des migrants. Je pense que la Turquie pourrait le faire mieux que nous, mais il faut, puisque ces contrôles externes ne sont pas mis en place, il faut rétablir les contrôles des frontières internes. On a les moyens de le faire, ça ? Oui, on a supprimé, je crois, plusieurs milliers d'emplois de douaniers depuis plusieurs années. Il y a 16 000 douaniers aujourd'hui. Et là aussi, je prends cet exemple puisque vous m'y invitez, mais j'ai reçu l'autre jour les syndicats douaniers, un courrier qui nous disait chaque année, on va supprimer 300 emplois de douaniers jusqu'en 2019. Et M. Valls nous dit « Ah mais j'en recrute 90 dans le cadre du plan antiterroriste. » Donc les 300, on continue à les supprimer et on en recrute 90. C'est pas réaliste. On voit bien qu'on est un peu dans l'effet d'annonce et pas dans le concret. On voit bien surtout que vous n'êtes pas franchement dans cette idée d'union sacrée réclamée par le chef de l'État. Vous gardez votre remarque pour la suite. Je voudrais qu'on avance sur la question du Congrès, puisque demain les députés et les sénateurs se retrouveront en Congrès à Versailles pour écouter le discours du président de la République. Une intervention du chef de l'État très entendue. Déjà, l'opposition fait passer le message. L'appel à l'unité et l'émotion ne suffiront pas. Barbara Steck, Romain Besnénou et Thomas Buyère. Demain, François Hollande a décidé de réunir le Congrès à Versailles. Il s'adressera ainsi à l'ensemble des parlementaires, députés et sénateurs. L'objectif sera avant tout de faire vivre l'union nationale. Mais beaucoup attendent un discours sécuritaire à la hauteur des événements. Au-delà des parlementaires, il s'adressera une nouvelle fois aux Français pour montrer la détermination qui est la sienne et celle de tout le pays, pour indiquer les différentes décisions qui devront être prises pour assurer la sécurité des Français et démontrer aux terroristes djihadistes que chaque larme, chaque goutte de sang viendra renforcer notre détermination et notre force à lutter contre cet obscurantisme. Cette prise de parole est exceptionnelle. Possible depuis 2008, Nicolas Sarkozy en son temps avait convoqué le Congrès une fois, en 2009. Les parlementaires sont placés dans l'hémicycle par ordre alphabétique et non par couleur politique. L'image sera forte, celle d'une République unie au-dessus des partis. Il y aura évidemment une partie un peu rétrospective, il y aura une partie mobilisation autour de l'unité nationale, mais il faut évidemment aussi qu'il y ait une ou deux annonces, sinon le message tombe un petit peu à vide. Alors qu'est-ce qu'il peut annoncer? Là, honnêtement, je ne peux pas me mettre à sa place. Ça peut être des mesures d'ordre intérieur, ça peut être un infléchissement de la politique extérieure. Un infléchissement, une intervention ou non au sol en Syrie. François Hollande devrait répondre à ces questions. À la suite de son discours, ce sera au tour des différents groupes politiques d'intervenir. Et depuis ce matin, le président les consulte. Premier reçu, Nicolas Sarkozy. Plus d'une heure de discussion. À l'issue, le patron des Républicains exige plus de fermeté et une alliance avec Moscou. J'ai dit au président Hollande qu'il me semblait que nous devions construire des réponses adaptées, ce qui veut dire une inflexion de notre politique étrangère, des décisions au plan européen et des modifications drastiques de notre politique de sécurité.
Vers Modem et FN, les responsables politiques continuent ce soir de défiler à l'Elysée. Sur la politique étrangère, qu'est-ce que vous attendez du discours du chef de l'État devant le Congrès? Nicolas Sarkozy vient de le dire. Il a dit ce matin au président de la République une inflexion très forte. Ça veut dire quoi, une inflexion ? Quelle est la ligne, notamment en Syrie? Nous avons déclaré une guerre à l'État islamique, légitimement, et je soutiens ce combat, mais nous ne nous sommes pas donné les moyens de gagner cette guerre. François Fillon l'a dit aussi très, très clairement. Aujourd'hui, il y a quelques frappes aériennes. C'est quoi, se donner les moyens de gagner? Des frappes qui nous exposent, mais qui en même temps ne sont pas suffisantes. Se donner les moyens, c'est mobiliser une grande coalition. Aujourd'hui, vu l'état de notre outil militaire, la France toute seule ne peut pas être engagée face à l'État islamique en première ligne, seule. Il faut qu'il y ait cette grande coalition. Cette grande coalition, elle doit mobiliser les démocraties internationales, l'Europe, les États-Unis bien sûr, mais en même temps, elle ne peut pas se faire sans la Russie. On a vu toutes les tentatives de résolution du conflit syrien se sont heurtées au blocage russe. On le paye aussi sur la question migratoire, parce qu'il y a toujours une résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour détruire les embarcations des passeurs en Libye. Il y a un veto russe. Donc il faut aujourd'hui remettre la Russie autour de la table des négociations. Avoir ostracisé la Russie comme on l'a fait fut une erreur. Et on en paye un prix très lourd. Le problème syrien, François Fillon l'avait dit dès 2012. Est-ce qu'on peut se contenter de frappes aériennes? Il faut se donner les moyens de gagner cette guerre. Non, je ne pense pas. Mais il faut que les troupes au sol, elles soient celles d'une coalition internationale qui associe des pays arabes, qui associe l'Iran, qui associe la Turquie, la Russie. Ce n'est pas la France toute seule de pouvoir porter ce message. D'ailleurs, malheureusement, nous n'en avons plus la capacité. Aujourd'hui, si on le voulait, on pourrait projeter au maximum 1000 troupes au sol. D'autant plus qu'on va mobiliser en France près de 15 000 soldats dans le plan Sentinelle contre le terrorisme. Ce qui, au passage, n'est peut-être pas la vocation première de notre armée. Ah bon ? Ils sont mal utilisés en ce moment, les militaires ? Je dirais que la protection du territoire intérieur, c'est le rôle de la police et de la gendarmerie. Ils avaient besoin d'un petit coup de main, ça ne vous a pas échappé ? Oui, mais est-ce qu'ils sont très utiles dans ces gardes statiques, dans ces patrouilles où leur utilisation n'est pas très clairement définie? Je trouve que ça permet de rassurer, mais ce n'est pas là où on a l'efficacité le plus pour déjouer les attentats. Je le dis au passage. Nos militaires, le budget, vous savez, la part de la défense nationale dans notre PIB a été divisé par plus de 2 depuis le début des années 80. 82, je crois que c'était plus de 3% du PIB consacré à la défense nationale. On est à 1,44. On était en paix, c'était différent, Éric Ciotti, vous le savez bien. Là, qui veut la paix prépare la guerre. Et on s'est trop souvent un peu démunis. On n'a pas anticipé. C'est une évolution qui est dangereuse. Il faut la corriger aujourd'hui. Donc, que faut-il faire? Il faut réintégrer la Russie et l'Iran. Et il faut aujourd'hui faire en sorte qu'on puisse ne pas multiplier les ennemis. On ne peut pas faire le ni Bachar, ni Daesh. Aujourd'hui, c'est pas Daesh. Donc, il faut dans un premier temps s'appuyer sur les troupes de Bachar pour éradiquer Daesh. C'est une priorité. Même quand vous le voyez fanfaronner Bachar el-Assad en disant les politiques erronées adoptées par les pays occidentaux, notamment la France dans la région, ont contribué à l'expansion du terrorisme. Même quand ce Bachar el-Assad dit ça. Oui. Il y a une priorité. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Une autre question. Un projet de loi va être présenté mercredi en Conseil des ministres pour prolonger 2-3 mois, on l'a appris cet après-midi, l'état d'urgence décrété vendredi soir. Est-ce que vous êtes favorable ? Je le voterai, bien entendu, et les Républicains le soutiendront. Il faut prolonger l'état d'urgence. Je disais tout à l'heure, pourquoi ne l'a-t-on pas fait après janvier? Et je dirais même que certaines des mesures, pour moi, devraient être pérennisées. Et ces mesures de contrôle administratif, notamment d'interdiction de territoire dans les mains du préfet, de perquisition, il faut qu'il y ait plus de moyens administratifs, peut-être plus de moyens judiciaires. Et il y a la question, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on aille vers ce Patriot Act, bon, c'est le mot américain, mais à la française, pour qu'on ait vraiment plus d'outils pour détecter la menace,
plus d'outils pour lutter contre l'apparition aujourd'hui d'événements comme on a connu vendredi soir. Moi, je propose notamment, et je soutiens la proposition des syndicats, que les policiers qui ne soient pas en service puissent garder leur arme de service. Il y a la question des primo-intervenants, ceux qui se trouvent confrontés à ces terroristes. On est dans une nouvelle forme de terrorisme. Les kamikazes, c'est la première fois qu'on a des victimes sur notre territoire, sur le sol qui puissent métropolitain. garder leur arme de service même lorsqu'ils ne sont pas par exemple, en service. La légitime défense, il y a plein de mesures techniques qui peuvent être mises en place. Je vous laisse entre les mains de Claude Veil. Bonjour Monsieur Ciotti. Bonjour. 3 questions précises, si vous le permettez. Ensuite, on viendrait peut-être à des thématiques un peu plus générales. Je voudrais revenir sur l'inflexion, la fameuse inflexion majeure que réclame Nicolas Sarkozy en matière de politique étrangère et que vous approuvez. Est-ce que l'inflexion majeure, ça n'est pas, pour mettre là aussi des noms sur les mots, se rapprocher, voire se réconcilier avec Bachar el-Assad? Réconcilier, non, mais utiliser aujourd'hui les troupes syriennes du gouvernement de Bachar sous le commandement du régime syrien. Du régime syrien qui combat aujourd'hui Daesh au sol. Les troupes de Bachar el-Assad, il n'y en a pas d'autres. Si, les Kurdes. Avec succès, souvent. On parle de la Syrie. Les Kurdes, ils sont en Irak. Et d'ailleurs, ils ont eu un succès magnifique en reprenant le mont Sinjar, avec ce martyr des Yézidis que j'ai pu côtoyer quand on est allé sur place. Les Peshmerga ont eu une magnifique victoire. C'est une armée bien structurée, organisée. Mais en Syrie, et d'ailleurs on ne les soutient pas assez, les Peshmerga. Quand on y était allé, on avait vu qu'ils réclamaient des armes, de la logistique. On ne leur a pas suffisamment donné. Mais en Syrie, sur qui on s'appuie aujourd'hui ? Donc on s'appuie sur l'armée. Bien sûr. On s'appuie sur l'armée syrienne, mais est-ce qu'on recrée des liens diplomatiques officiels avec le régime? Pour s'appuyer, il faut parler, bien entendu. Dans ce temps, la barbarie de l'État islamique doit être arrêtée parce qu'il y a une contamination. Regardez, on part du Pakistan jusqu'au Nigeria. C'est une zone mondiale qui peut déboucher sur un conflit mondial. Donc l'enjeu, l'État islamique, c'est entre 60 000, 50 000, 60 000 combattants terroristes. Comment toutes les démocraties du monde, et au-delà tous les grands pays, n'arriveraient pas à mettre à genoux l'État islamique, même s'il y a des moyens considérables. 2 000 milliards de dollars, on dit, de ressources potentielles, 2 milliards d'euros de revenus, donc c'est gigantesque, c'est un État. C'est un État puisqu'il y a des ressources financières, il y a une armée. Et ce qui s'est passé à Paris, c'est la première manifestation de la projection de cet État à l'extérieur. C'est ce que nous avaient prédit les services de renseignement en disant l'État islamique désormais peut avoir un service-action qui va agir à l'extérieur. Et là, d'où l'urgence d'agir. Question de citoyens, nous vivons en vigipirate permanent. Est-ce que ça sert encore à quelque chose, cette mobilisation permanente des policiers, les gardes statiques, vous les évoquiez, qui sont sur le terrain? Est-ce que ça sert encore à quelque chose ou est-ce que c'est de la gesticulation? Ça rassure plus que c'est efficace. Psychologiquement, c'est vrai que voir des militaires, je l'évoquais, voir des policiers, ça peut être important. Mais les efforts, je dirais, ils doivent être portés aujourd'hui massivement dans la détection du risque, dans les enquêtes, dans le suivi. On sait que pour suivre une personne à risque, il faut quelquefois 10 à 20 policiers. Et là, c'est beaucoup plus efficace. Alors ces personnes à risque, elles sont identifiées pour beaucoup, par le fameux fichier S, qui comporte lui-même un certain nombre de degrés. De graduation. Oui. Est-ce qu'il est inimaginable que les étrangers qui sont fichés S soient tout simplement expulsés? Oui, moi je le réclame aussi, on l'a dit, ça fait partie des mesures. D'abord, pour les binationaux qui sont allés faire le djihad et qui veulent rentrer en France, nous avons demandé avec... c'était l'UMP à l'époque, dès janvier, qu'il y ait interdiction de retour. C'est le cas d'une mesure qui a été prise en Grande-Bretagne pour les binationaux. Donc oui, quelqu'un qui exprime la haine de la France, dans ses discours, on peut parler aussi des prêches dans certaines mosquées, des comportements, des sites salafistes, et qu'on est étranger, ça veut dire qu'on n'adhère pas aux valeurs de la République et qu'on n'a rien à y faire sur le sol national. Donc je suis favorable, nous sommes favorables à ce qu'il y ait ces expulsions. Là, il ne faut pas de texte. Hein. La loi actuelle suffit. Oui, bien entendu, les procédures administratives suffisent. Non, pas judiciaires, on parle bien d'expulsion administrative. Absolument. Ensuite, moi je soutiens une procédure judiciaire d'interdiction de territoire français. C'est-à-dire que quelqu'un qui est condamné
qui est condamné, j'ai déposé une proposition de loi en ce sens, doit faire l'objet d'une interdiction de territoire français lorsqu'il est étranger, qui soit automatiquement prononcée par le tribunal, sauf exception. Donc l'individualisation des peines commande, mais sauf exception, un délinquant étranger doit être expulsé. Alors j'avais 2 autres questions à vous poser, je ne sais pas si j'aurai le temps parce que vous répondez longuement et parce que ça se justifie, parce que ce sont des choses très techniques. Je fréquente comme vous les réseaux sociaux et depuis vendredi, il me semble observer dans l'opinion française 2 mouvements. Une très forte aspiration à l'unité et même à la fraternité qui s'exprimait encore cet après-midi dans les rues de Paris. Et puis aussi une flambée de ce qu'il faut bien appeler l'islamophobie. Comment faire que les terroristes ne gagnent pas, puisque un de leurs objectifs, nous le savons, c'est de dresser les Français contre les Français, c'est-à-dire les Français de souche contre les Français issus de l'immigration. Et moi, je suis de ceux qui pensent que tout ce qui peut donner le sentiment que les musulmans sont mis au banc de la société et crée le terreau sur lequel peut pousser le djihadisme. Comment lutter contre cette tentation ? C'est renforcer le message des valeurs de la République. Donc lutter contre le communautarisme qui considère quelque part, et c'est ce que reprochent souvent les Français aujourd'hui, que des lois religieuses sont supérieures aux lois de la République. C'est exprimer une laïcité exigeante, très exigeante. C'est demander à chaque Français de faire un geste pour son pays. Je propose que l'on remette en vigueur le service national. C'était un creuset social, c'était un creuset d'intégration aussi pour des générations, et notamment pour des jeunes issus de l'immigration, auxquels on transmettait aussi les valeurs de la République. Donc je crois qu'il y a cette exigence aujourd'hui. Notre pays a été attaqué, ses valeurs ont été attaquées. Eh bien, il doit réexprimer la force de ces valeurs pour que chaque citoyen français, quelle que soit sa religion, se sente d'abord français et ne soit pas mis à l'écart de la société. C'est ce qui a été entrepris notamment par Najat Belkacem après les événements de janvier. Ça, ce sont des mots, ce ne sont pas des actes, ce n'est pas avec des chartes, ce n'est pas avec des préceptes. Ce qu'il faut, c'est des règles très claires et surtout sanctionner ceux qui ne les respectent pas. Sur la laïcité aujourd'hui, il faut aller plus loin dans l'affirmation de ce principe constitutionnel de laïcité. Toute dernière question, si Caroline me permet. Là encore, dans les réseaux sociaux, il s'exprime beaucoup un sentiment qui n'est pas du tout repris pour le moment par la classe politique. L'interrogation est la suivante. Est-ce que la France, au fond, du Mali au Proche-Orient, en se posant en chef de file de la lutte mondiale contre le djihadisme, le terrorisme, est-ce que la France n'a pas présumé de ses forces? Est-ce qu'elle ne s'est pas exposée de façon inconsidérée? On a peut-être un peu présumé de nos forces. Enfin, le gouvernement actuel, ça c'est clair. Je partage assez cette interrogation et même ce constat, d'autant plus que notre outil militaire est très affaibli. Aujourd'hui, un équipement militaire n'est utilisé qu'à 50% de ses capacités, parce qu'on n'a plus les moyens de tout faire fonctionner en même temps. Donc oui, on a sans doute un peu préjugé de nos capacités et de nos forces. Et c'est pour ça qu'il faut reconstituer aussi cet outil. C'est pour cela qu'il faut en même temps appeler à cette force européenne. On parle souvent des déficits budgétaires, on compare la France et l'Allemagne, mais il faut savoir aussi que l'Allemagne n'est pas astreinte au même effort militaire que notre pays ou que la Grande-Bretagne. Donc il faut qu'il y ait cette force européenne, qu'il y ait cette solidarité. La France ne peut pas être seule dans ce combat pour les valeurs de liberté. Le problème, c'est que jusqu'à présent, personne n'avait envie d'y aller. Est-ce que les événements de vendredi ne vont pas changer le climat, ne peuvent pas... On a vu les formidables manifestations de francophilie, d'amour pour la France qui sont exprimées partout dans le monde. Est-ce que c'est le moment de relancer cette idée? Sans doute, de ce drame terrible. Plus rien ne sera comme avant. Donc il faut reconstruire une autre réponse européenne et française. Merci beaucoup, Claude Zahé. Un mot de la COP21. Vous avez demandé le report de la COP21 qui va réunir début décembre, on le sait, 40 000 participants, 195 chefs d'État et de gouvernement. Et le gouvernement vous a répondu en disant non, on ne va pas le reporter, non, on ne va pas l'annuler parce que ce serait céder, au fond, aux terroristes qui ont attaqué la France.
Qu'est-ce que vous dites? J'entends cet argument, hein. Il est pertinent. Il ne faut pas donner l'impression qu'on recule face à la violence. C'était la même question qui était posée sur les élections régionales, sur toutes les grandes manifestations. Donc moi, je ne veux pas qu'on cède un pouce de terrain. Je pose simplement une question, et peut-être qu'on peut redimensionner de façon plus faible la COP 21, avec moins de jours. Des délégations peut-être plus légères. Mon inquiétude, c'est qu'on va mobiliser des dizaines de milliers de policiers, des compagnies de CRS, des unités de gendarmes mobiles. Il faut savoir aujourd'hui que les policiers n'en peuvent plus. Ils sont sur tous les fronts. Il y a Vigipirate depuis janvier. Il y a les migrants. Aujourd'hui, à Calais, Caroline Roux, il y a 20 compagnies de CRS et d'escadrons de gendarmerie mobile. 20. Ça veut dire qu'une grande partie des forces mobiles françaises sont là-bas. Il y a désormais le contrôle aux frontières. Ce sont toujours les mêmes qui opèrent. Et on va concentrer vers Paris, et il le faut pour assurer le succès de cette manifestation, toutes ces forces en dégarnissant un peu, il faut le dire, les frontières et des zones qui sont tout autant à risque sur notre territoire. Donc moi je pose cette question. Je dis, est-ce qu'on ne peut pas reporter peut-être de quelques semaines? Bon, mais non, visiblement la question. Alors donc recalibrer, redimensionner. Le président de la République a tranché, donc acte. Et je comprends l'argumentation, hein, elle est pas illégitime. Mais en même temps, je dis, recalibrons de façon plus modeste. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir 90 000 négociateurs? Ça va se jouer entre le président chinois, le président Obama, les Européens. Le reste, c'est un peu de la com. Donc, faisons un peu moins de com. Alors, on apprend à l'instant sur les réseaux sociaux qu'il y aurait un mouvement de foule en cours place de la République qui s'est vidé, mouvement de foule. Donc, il y a une intervention aussi de la police qui a visiblement évacué les personnes qui étaient rassemblées pour tout simplement se retrouver et célébrer, enfin, comment est-ce qu'on peut dire ça? Rendre hommage tout simplement aux victimes. Voilà, c'est en cours en ce moment, c'est sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas plus d'informations à vous donner. Un mot sur les régionales. Vous êtes président du département des Alpes-Maritimes. La campagne est suspendue, mais bien sûr, elle reprendra. D'ailleurs, est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle reprendra, la campagne? Vraisemblablement dans la semaine, en tout cas après la période de deuil, parce qu'il faut là aussi que la démocratie puisse s'exprimer, que les terroristes n'annihilent pas la démocratie. La démocratie, c'est aussi le débat devant les électeurs. Donc dans une république comme la nôtre, il faut que ce débat ait lieu, qu'il ne soit pas confisqué par le terrorisme. Et est-ce que vous craignez des conséquences sur le vote après les attentats? Bien sûr, je crois qu'il sera difficile de parler des questions de transports régionaux, de formation, d'économie par rapport au traumatisme que vivent les Français. Aujourd'hui, les Français, ils ont une peur dans leur cœur aujourd'hui. Et donc, la campagne, les jours qui restent, va être dominée par ces thématiques. Et ça sera plutôt une approche nationale. La question va être peut-être dans le vote qui peut le mieux protéger les Français avec sérénité, avec justesse, avec responsabilité, avec mesure. Dire cela, c'est dire que naturellement, ce sont les Républicains qui peuvent le faire. Oui, vous refaites déjà campagne. Elle est suspendue, la campagne, avec Ciotti. Allez, on passe maintenant je réponds à votre question. À vos questions SMS. Sans armes lourdes, pas de massacre. Qui a failli à sa mission, celle d'empêcher ces armes de se retrouver sur notre sol? Le trafic d'armes a considérablement augmenté au cours des années écoulées. Il y a beaucoup d'armes qui viennent des Balkans. On voit l'affaiblissement des contrôles aux frontières. Donc on revient toujours aux mêmes questions. Les frontières, les douaniers, le pouvoir d'investigation des policiers. Aujourd'hui, un policier ne peut pas, sauf réquisition du procureur, ouvrir un coffre de voiture. Donc là aussi, on parlait des mesures. Les contrôles d'identité, il faut qu'ils soient généralisés de la part des policiers, pas simplement sur réquisition. Les fouilles des véhicules, là aussi, j'ai déposé un texte. Il n'y a que les douaniers qui peuvent le faire. Donc tout ça, pour traquer les armes, il faut pouvoir les détecter. Et puis, il faut des sanctions plus lourdes. Ça pose la question de l'échelle des peines, de la politique pénale, de la réponse pénale. On n'en a pas parlé, mais c'est un sujet majeur aujourd'hui. Question des prisons, 100 000 peines de prison ferme non exécutées, l'expression de l'autorité, tout ça participe du même débat. Seriez-vous prêt à voter l'application de l'article 16 de la Constitution, voire des lois d'exception comme aux États-Unis? Je l'évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce que cela veut dire, des lois d'exception? On est dans une situation d'exception.
quand on a 129 personnes qui sont assassinées dans ces conditions, on est dans une situation d'exception. Sur l'article 16, l'article 16, donne tous les pouvoirs c'est une graduation supplémentaire. Aujourd'hui, je crois que l'état d'urgence répond à la situation les institutions ne sont pas mises en cause. Les institutions ne sont pas mises en cause. Donc non, l'article 16 aujourd'hui ne se justifie pas. Aurons-nous des actes après les belles paroles de Manuel Valls? C'est le vœu que je forme. J'ai envie de le soutenir là-dessus. Et j'ai toujours soutenu les actes. Donc nous, ce que nous réclamons, ce sont des actes, pas des paroles. Et on sera sans réserve derrière le gouvernement lorsqu'il y aura des actes forts et pertinents. Alors, l'information se fait en ce moment. Évidemment, Marine Le Pen vient de sortir de l'Élysée, donc elle explique qu'elle est favorable à l'union nationale, mais en échange, elle veut des actes fermes. Est-ce que c'est à peu près la ligne que vous défendez aussi ? Je ne vais pas me référer par rapport à ce qu'elle dit, mais tout le monde veut naturellement des actes, des réponses. N'est-il pas urgent de créer une garde nationale ? Ça me paraît très utile. J'évoquais tout à l'heure le service national, c'est un autre sujet, mais on a beaucoup aujourd'hui, on peut utiliser les policiers et les gendarmes dans ce qu'on appelle la réserve, pas suffisamment d'ailleurs, mais moi je suis assez favorable à la garde nationale. J'évoquais tout à l'heure mes réticences à voir des militaires dans la rue, parce que je pense que ce n'est pas leur métier. Ça pourrait être la vocation d'une vraie garde nationale, oui. Doit-on s'unir avec la Russie? Vous avez un peu évoqué le sujet tout à l'heure. J'y ai répondu. Je crois, s'unir, cette question va assez loin. Il faut parler avec la Russie et il faut avoir une relation, d'échange et être allié face à l'État islamique, oui. Le Royaume-Uni est-il un nid du terrorisme? Il y a moins de combattants djihadistes venant de la Grande-Bretagne en Syrie qu'en France. La France est le premier pays qui, malheureusement, fournit ces terroristes. La Grande-Bretagne est le second. Voilà, on a cette échelle, c'est un pays à risque bien sûr, mais il y a une prise de conscience très forte du gouvernement Cameron sur ces questions. Avec des mesures fortes qui ont été prises. Avec des mesures fortes qui ont été prises l'année dernière et qui sont encore en débat aujourd'hui. L'Arabie Saoudite veut-elle détruire Daesh? On parle souvent de double jeu de l'Arabie Saoudite. J'ai un doute, mais il faut placer sans doute plus fortement l'Arabie Saoudite devant ses responsabilités. Mais il y a deux puissances qu'on ne peut ignorer. C'est l'Iran, qui est le repère, en tout cas le chef de file de la mouvance chiite, et l'Arabie Saoudite, qui est, de sa contrepartie, chef de file de la mouvance sunnite. Donc ces deux partis, on ne peut pas les écarter. Et il y a les mêmes réticences qu'on peut nourrir vis-à-vis de l'Iran, et on se rappelle du passé terroriste de l'Iran, compris en France. Donc il y a la nécessité de parler avec tout le monde, mais en même temps d'être exigeant avec chacun. Un plan Vigipirate renforcé suffit-il pour empêcher un terroriste de passer à l'acte? Non. On peut resserrer les mailles du filet, on peut élever le degré de protection, mais le risque zéro, soyons-en bien conscients, n'existe pas. On peut juste rappeler que certains attentats ont été déjoués encore récemment. Que les services du renseignement fonctionnent aussi parfois. Sur les 10 dernières années, je disais tout à l'heure, plus d'attentats de 96 à 2012 jusqu'à l'affaire Mera. Les services très performants, sous l'autorité notamment de Bernard Squarcini, plusieurs dizaines d'attentats ont été déjoués. Récemment encore, on a de bons services. Mais le risque zéro n'existe pas, d'autant plus que certaines personnes sont prêtes à mettre en jeu leur vie. On a vu ces actions kamikazes et c'est terrifiant. Merci beaucoup Éric Ciotti. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une belle soirée malgré tout sur France 5. Demain, vous retrouvez Yves Calvi à 17h50 pour C'est dans l'air. Belle soirée.